Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolo. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Françoise Frisch, La boulodiversité, ensemble vers l'extermination du chômage, 2014. Frédéric Jeunet, Défense, 2007 à 2012, Un plan pour l'égalité des chances, 2014. Lise Grémont, Mutation dans les collectivités territoriales, 2014. Hervé Pierre, Tous prisonniers ? La postmodernité sécuritaire. Pourquoi et comment nos libertés se perdent au nom de la sécurité, 2014. Jean-Pierre Boisard, Travail on t'aime trop, 2014. Roger Baillet, De Gaulle et Machiavel, 2014. Alain Génie et Hervé Mauroy, Dire, Évolution et Histoire. Les modèles du devenir, 2014. Gilbert Andrieux, Être, paraître, disparaître, 2014. Gilbert Andrieux, À la rencontre de Dionysos, 2014. Angela Bargenda, La communication visuelle dans le secteur bancaire européen. L'esthétique de la finance, 2014. Luong Kanyem, Le réfugié climatique. Un défi politique et sanitaire, 2014. Gilbert Clavel, La gouvernance de l'insécurité, 2014. Gilali Benamrane, L'ONU, Source ou frein au droit public international, 2014. Mario Zunino, Quand le JT de TF1 fait son cinéma, 2013. Introduction. À chaque nouvelle élection, les médias, les hommes politiques, les non-spécialistes parlent de manipulation des sondages. C'est un sujet récurrent depuis plusieurs années qui rebondit à chaque consultation, alimenté par quelques exemples ou par des interprétations plus ou moins partisanes. Mais au-delà des suppositions et des hypothèses des uns et des autres, ces manipulations sont-elles possibles ? Sont-elles crédibles ? Sont-elles maîtrisables ? Sont-elles démontrables ? Qu'est-ce qui, dans les sondages, peut être manipulé ? À quel niveau et y a-t-il des techniques pour le faire ? Ce livre fait l'inventaire, exemple à l'appui, des différentes techniques qui permettent d'orienter les questions, d'induire les réponses, de guider l'interprétation des résultats, de changer sans le laisser paraître les résultats, de manipuler les personnes interrogées, de transformer les échantillons. Sondeur depuis plus de 30 ans, il ne s'agit pas de ma part de cynisme, mais plutôt de marquer les frontières entre d'une part, les aléas, les difficultés, les imprécisions des techniques de sondage qui ne se sont jamais prétendues scientifiques, et d'autre part de pointer les pratiques qui sortent résolument du domaine de la déontologie pour rentrer clairement dans celui de la manipulation. Où finit l'imprécision, le flou, l'erreur, la maladresse éventuelle et où commence l'instrumentalisation et la manipulation intentionnelle. Les techniques utilisées sont rarement décrites de façon extensive, et surtout pas en détaillant la mécanique et les effets obtenus. La majeure partie des livres sur les sondages sont, soit des ouvrages méthodologiques qui peu ou prou, reprennent les principes de construction des enquêtes et des sondages et qui consacrent quelquefois un chapitre ou un paragraphe à ce qu'on appelle pudiquement les biais d'enquête, soit des ouvrages de commentateurs politiques qui parfois dénoncent l'utilisation ou l'imposture des sondages en matière de prédiction mais sans en démontrer les mécanismes. On reste donc dans le flou ou dans de simples affirmations qu'il est dès lors facile de qualifier de partisanes ou manquant de précision. Les rares informations qu'on trouve sont disséminées au gré d'articles et de réactions de commentateurs sur les erreurs des instituts qui existent en fait depuis l'origine des sondages. Les pratiques françaises dans ce domaine cependant, sont loin d'égaler les pratiques américaines en matière de sondage politique, voire le paragraphe sur les push polls. Bon nombre des informations qu'on peut lire sur ces pratiques sont mal connues et peu traduites. Enfin, il faut rappeler que les sondages publiés dans la presse ne sont qu'une petite partie émergée d'un plus vaste secteur qui comprend l'ensemble des études qu'elles soient d'opinion, de satisfaction, de communication ou de marché. Ces techniques sont plus faciles à mettre en évidence sur les sondages préélectoraux, dans la mesure où de nombreux sondages sont réalisés au même moment sur les mêmes sujets,
et qu'ils sont toujours suivis de la publication des résultats de l'élection donnant les chiffres réellement obtenus sur l'ensemble de la population. Ceci étant, la plupart des études dans tous les autres domaines sont susceptibles d'utiliser ces mêmes techniques. Cet ouvrage concerne les observateurs et les acteurs de la vie politique, hommes politiques, responsables communication, militants, journalistes, en leur fournissant des clés de compréhension à la conception et à l'utilisation des sondages. Traitant également de la construction de questionnaires, il s'adresse aussi à l'ensemble des acteurs des filières marketing, communication et ressources humaines tant étudiants que professionnels d'entreprise, dirigeants d'entreprise, responsables marketing, responsables communication, DRH et publicitaires, et bien entendu, il s'adresse aux professionnels des études et des sondages. Enfin, et parce que les sondages font partie de notre vie de citoyen et interrogent le fonctionnement de notre démocratie, ce livre s'adresse à tout citoyen concerné par le fonctionnement des institutions de notre pays. À ce titre, j'ai essayé de le rendre accessible à tous et il ne nécessite aucune connaissance particulière. Économiste, docteur en sociologie et directeur d'un institut de sondage, je m'appuie sur plus de 30 ans de pratique des sondages et d'enseignement de ces méthodes. Bref rappel de quelques notions sur les sondages. Ce livre traite des techniques et des procédés pour biaiser, orienter, fausser, manipuler les sondages. Il convient cependant de rappeler ou préciser quelques notions de base les concernant. Qu'est-ce qu'un sondage ? C'est l'interrogation d'un échantillon représentatif d'une population. Cette notion de représentativité est centrale dans l'apparition et l'histoire des sondages. L'origine des sondages. La croyance en l'infaillibilité des sondages et notamment préélectoraux provient probablement en partie de leur histoire et de l'événement fondateur qui les fit connaître et reconnaître auprès du grand public. Avant cet événement, on pensait que plus on interrogeait un nombre important de personnes, plus les résultats obtenus avaient des chances d'être vrais. L'événement fondateur des sondages montra que ce n'était pas le nombre de personnes qui était le plus important, c'était la construction de l'échantillon des personnes qu'on allait interroger. Cet événement eut lieu lors des élections présidentielles américaines de 1936. Les pronostics préélectoraux existaient aux États-Unis depuis le début du XIXe siècle. Pour susciter l'intérêt du public pour les élections présidentielles, et pour réaliser des opérations de promotion et de réabonnement, les journaux et revues avaient l'habitude de réaliser des simulations de vote auprès de leurs lecteurs en leur envoyant par courrier des bulletins de vote à renvoyer. Des urnes pouvaient être également disposées dans des lieux publics fréquentés. On appelait cette méthode les votes de paille. L'hypothèse des votes de paille était essentiellement basée sur le nombre. Plus on obtenait un nombre important de réponses, plus on estimait que le pronostic serait fiable. Les votes de paille étaient donc réalisés sur des populations très importantes. Mais George Gallup, statisticien, fondateur de l'American Institute of Public Opinion, premier institut de sondage mondial, se rendit compte que les répondants à ces votes de paille, qui se déroulaient principalement par correspondance, étaient des personnes instruites, familières de la lecture et de l'écriture. Il y avait donc dans ces répondants une surreprésentation de personnes riches et diplômées qui étaient plutôt des électeurs du Parti républicain et une sous-représentation des Américains défavorisés qui étaient plus favorables aux démocrates. La population des répondants au vote de paille était biaisée. Gallup proposa alors une méthode basée non plus seulement sur le nombre de répondants, mais sur la construction d'un échantillon représentatif. L'un des magazines les plus importants, le Literary Digest, avait dans les années 1920 une diffusion à près de 2 millions d'exemplaires. Vers 1930, il envoyait plus de 20 millions de bulletins de vote de paille et obtenait jusqu'à 5 millions de retours. Les résultats de ces votes de paille étaient largement diffusés, et le Digest avait déjà réussi à prévoir les victoires des présidents Coolidge, 1924, Hoover, 1928 et Roosevelt, 1932. Pour assurer la promotion de sa méthode, 4 mois avant l'élection présidentielle, Gallup publia un éditorial qui affirmait que le Literary Digest allait pronostiquer la victoire du républicain Landon avec 56% des voix et l'échec du président sortant démocrate, Roosevelt. Les derniers chiffres publiés par Literary Digest et considérés comme des pronostics
furent de 42,6% pour Roosevelt et de 57,4% pour Landon. La dernière estimation de l'American Institute of Public Opinion, la structure montée par Gallup fut de 54% pour Roosevelt et de 46% pour Landon. Roosevelt obtiendra en fait 61% des voix contre 39% pour Landon. Du point de vue des méthodes, cette victoire fut celle des échantillons construits sur quelques milliers de personnes par rapport aux échantillons non construits des votes de paille réalisés sur des centaines de milliers voire des millions de personnes. C'est de l'apparition de cette construction d'échantillons que date la naissance des sondages. Échantillons représentatifs et méthode d'échantillonnage. La spécificité d'un sondage, c'est donc qu'il comporte une construction d'échantillons qui garantit sa représentativité vis-à-vis d'une population mère. Cette population mère peut être l'ensemble des Français, les habitants d'une commune ou d'un département, les adhérents d'une même compagnie d'assurance, les salariés d'une entreprise, l'ensemble des pratiquants d'un sport ou d'autres populations plus spécifiques. Les techniques de construction de cet échantillon et sa représentativité sont globalement élaborées selon deux principes. Un premier principe de tirage au sort à l'intérieur d'une liste plus large voire complète ou dans certains modes d'administration, en respectant un protocole aléatoire de prise de contact ou de sélection. Un deuxième principe de construction d'échantillons est basé sur le respect de quotas. Il est par exemple habituel dans les sondages nationaux auprès des Français, de retenir comme quota l'âge du chef de ménage, le sexe et la profession du répondant. Qu'est-ce qu'est un quota ? C'est une proportion constatée sur un critère, par exemple l'âge ou le sexe, au sein de la population mère. Cette proportion sur ce critère doit être respectée dans la construction de l'échantillon. Si dans une population mère, on constate 25% de personnes de 18 à 24 ans, l'échantillon devra comporter la même proportion. Les quotas retenus, ils sont variables selon le thème du sondage et la population sur laquelle ils portent. Nous avons cité les quotas qu'il est habituel de retenir, âge, sexe, profession, mais ceux-ci peuvent être différents dans le cadre d'autres enquêtes. Par exemple dans les enquêtes de satisfaction auprès des locataires d'organismes de logement, les quotas retenus portent généralement sur la taille et la localisation des logements. Qu'est-ce que la stratification ? Il est également habituel de lire dans les notes techniques des sondages que les échantillons sont construits en respectant des quotas et en utilisant une stratification par région et taille de commune. De quoi s'agit-il ? La stratification est la subdivision de l'échantillon en sous-échantillons, par région. Taille d'échantillon et précision des résultats. Il s'agit ici d'un point qu'à part les professionnels, la plupart des gens ne connaissent pas. La précision des résultats d'un sondage dépend essentiellement de la taille de l'échantillon interrogé. Elle ne dépend pas du rapport entre la taille de l'échantillon et la taille de la population mère. Ce qui veut dire qu'un sondage réalisé sur 500 personnes auprès des Français de 20 ans et plus, environ 49 millions de personnes, a la même précision qu'un sondage de 500 personnes réalisé auprès des résidents d'une petite ville de 25 000 habitants. La méconnaissance de ce principe est responsable de bon nombre d'erreurs d'interprétation. L'accroissement de la précision des résultats. La précision des résultats d'un sondage, construit selon une méthode aléatoire, est calculée au travers de ce qu'on appelle l'intervalle de confiance, lui-même basé sur la taille de l'échantillon et le pourcentage prévu. Ainsi, pour un échantillon de 1000 personnes interrogées, la précision moyenne des résultats fournis est de l'ordre de plus ou moins 3,1%. Ce qui veut dire que pour un résultat annoncé de 50%, le résultat prévu se situe entre 46,9% et 53,1%, soit un intervalle de plus de 6%. Si on veut accroître la précision des résultats obtenus, c'est possible, mais extrêmement coûteux. Pour rendre un résultat 2 fois plus précis, c'est-à-dire pour qu'il ait une précision moyenne de plus ou moins 1,55%, il faut interroger un échantillon de personnes 4 fois plus important, soit 4000 personnes. Le résultat obtenu de 50% serait alors considéré comme prévu, entre 48,45% à 51,55%. Si on veut un résultat encore 2 fois plus précis, c'est-à-dire une fourchette comprise entre 49,2% et 50,8%, il faudrait interroger 16 000 personnes et ainsi de suite.
Mode d'administration. Globalement résumé, il existe actuellement 4 modes principaux d'administration d'enquête et de sondage. 2 modes dits auto-administrés, c'est-à-dire que la personne répond toute seule à l'enquête, par voie postale et par Internet. Ces modes d'administration supposent que tout est parfaitement clair sur le questionnaire envoyé aux personnes enquêtées. 2 autres modes font intervenir des enquêteurs, les administrations par téléphone et les administrations en face à face. Ces dernières peuvent avoir lieu dans la rue, dans un lieu spécifique, gare, station de métro ou dans un local d'enquête. L'évolution des modes d'administration. Les modes d'administration les plus fréquents de sondage ont changé à plusieurs reprises en quelques années. Dans les années 1970, les sondages étaient principalement réalisés en face à domicile ou dans la rue. Les interrogations en face à face pouvaient être faites au domicile des personnes en respectant un protocole de sélection des domiciles. Elles pouvaient également être réalisées dans la rue, dans des lieux réputés fréquentés par un vaste éventail de la population, généralement les centres-villes et les rues commerçantes, ou enfin dans des locaux d'enquête pour les enquêtes produits, lorsqu'il était nécessaire de présenter à la personne interrogée des produits attestés. Pour les sondages nationaux, le terrain d'enquête était réalisé dans une sélection de villes françaises de taille variable. Les enquêtes postales étaient souvent réservées à des questionnaires plus longs. Elles existent toujours et ont, de plus en plus, tendance à être remplacées par les enquêtes Internet, le taux d'équipement étant aujourd'hui suffisant. Progressivement, avec le développement des équipements téléphoniques, les sondages ont été de plus en plus réalisés par téléphone. Il était d'autant plus facile de tirer au sort un échantillon à interroger, qu'il existait des annuaires relativement complets par département, et qu'il était possible de passer outre les listes rouges et oranges. Avec l'abandon progressif des lignes fixes au profit des portables et l'adoption de lignes Internet avec les box, les coordonnées des Français ont de moins en moins été disponibles dans des annuaires, rendant les enquêtes téléphoniques plus délicates, plus difficiles et moins fiables. Dès lors, les enquêtes téléphoniques ont été partiellement remplacées par les enquêtes Internet. Les enquêtes Internet sont généralement des enquêtes auto-administrées. Les répondants font partie de bases de données comportant plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes référencées comme susceptibles de participer à des enquêtes, ce qu'on appelle des access panels. Lors d'une enquête, plusieurs milliers d'invitations à participer sont envoyées à une sélection de personnes. Les personnes sont incitées à répondre à l'enquête par des systèmes de gains de points, par des participations à des tirages au sort permettant de gagner des prix ou par des rémunérations. À l'inverse des enquêtes téléphoniques, où la personne interrogée est rarement rémunérée ou incitée, les enquêtes Internet sont basées sur des systèmes incitatifs. Par ailleurs, une même personne peut être amenée à participer à plusieurs enquêtes par an ou par mois, entraînant des phénomènes de semi-professionnalisation des participants, les mêmes personnes se faisant souvent référencer dans les bases de données de plusieurs instituts. La réponse aux enquêtes et sondages peut dès lors devenir un véritable revenu de complément. Pour contrer les critiques adressées aux enquêtes par Internet, plusieurs instituts ont réalisé simultanément des études par téléphone et par Internet, souhaitant montrer que les 2 méthodes n'entraînaient pas de différence de résultats. Cependant, les enquêtes postales et Internet ne peuvent s'adresser qu'aux personnes étant en mesure de lire dans la langue du sondage. De ce point de vue, ces techniques écartent les personnes qui ont des difficultés de lecture et de compréhension de la langue, notamment les personnes d'origine étrangère. En revanche, et contrairement aux enquêtes téléphoniques, il est possible de plus prendre son temps pour répondre et il ne peut pas y avoir d'influence de l'enquêteur. 1. Pourquoi répertorier les techniques de manipulation ? Pourquoi écrire sur la manipulation des sondages ? Mon propos n'est pas ici de discréditer les sondages, de donner des recettes ou d'encourager les pratiques, mais au contraire de témoigner de la relativité des sondages, de leurs difficultés de réalisation, mais aussi parfois de choix sur lesquels on peut s'interroger. La technique de réalisation des sondages est très sensible. Un résultat peut varier en changeant un mot, sa place dans la construction d'une phrase ou la place de la question dans un questionnaire. Il peut changer selon l'échelle d'évaluation utilisée, selon la question qui venait immédiatement avant, selon évidemment les personnes qu'on interroge,
selon la période à laquelle on les interroge, selon les informations données dans la question, etc. Peu d'auteurs ont prétendu que les techniques de sondage d'opinion étaient scientifiques. Notre discipline est essentiellement empirique, fondée sur l'humain, et elle s'est perfectionnée par tâtonnements successifs. Compte tenu de la place que tiennent aujourd'hui les sondages dans la vie publique, et après avoir lu tout et n'importe quoi sur le sujet, il me semble important de préciser quelles sont les techniques qui permettent de faire varier volontairement ou non un résultat. Notre capacité à comprendre et trier une information foisonnante dépend beaucoup de notre capacité à la décoder. C'est le rôle de ce livre. Fournir des clés pour décoder et mieux comprendre les sondages, pour en percevoir les limites, les choix et parfois les dérives. Le discrédit sur les sondages. La France est le premier ou le deuxième pays au monde consommateur de sondages. Nous n'avons jamais fait autant de sondages. On pourrait donc penser que nous en sommes de plus en plus demandeurs, et pourtant plus nous en consommons et plus leur image tend à se dégrader. Plus nous doutons de leur crédibilité. Paradoxalement, les sondages qui mesurent la cote de confiance des hommes politiques sont eux-mêmes atteints d'une perte de confiance. Fin 2011, à une question Internet posée sur le site de Marie-Claire, « Faites-vous confiance aux sondages ?» à laquelle 965 personnes avaient répondu, 24,9% de ces personnes avaient cliqué sur « oui », 69,5% sur « non » et 5,6% sur « sans avis ». Qu'est-ce qui explique ce discrédit ? C'est probablement leur succès et leur utilisation sur des sujets de plus en plus anodins, qui est en partie responsable. On utilise aujourd'hui le mot « sondage » dans le cadre de techniques qui n'en sont absolument pas, et qui contribuent à en décrédibiliser le sens. On retrouve le mot utilisé dans des opérations de vente déguisée ou de marketing téléphonique. On le retrouve dans des questions Internet sur des sites web. Le mot sondage a un sens précis que ces utilisations font oublier. Par ailleurs, chacun a pu constater que ces questions Internet, faussement appelées sondages, sont très facilement et presque systématiquement manipulées. Ces utilisations farfelues de prétendus sondages finissent par irriter et contribuent à en déplacer la perception. Alors qu'autrefois, ils apparaissaient comme un outil de transparence et de remontée d'informations, le sondage apparaît aujourd'hui au mieux comme une information suspecte, au pire comme un instrument de désinformation qui cherche à influencer nos comportements. Les différences de résultats entre les instituts que bon nombre de gens ne s'expliquent pas en relativisent la crédibilité. Nous verrons que ces différences sont parfaitement explicables et quelquefois volontaires dans la rédaction des questions. Les erreurs répétées dans les prédictions des sondages en matière d'intention de vote. La polémique sur les sondages préélectoraux et leur capacité prédictive date des premières années de leur existence, c'est-à-dire de l'année 1936 et des présidentielles américaines qui ont vu la réélection du démocrate Roosevelt face au républicain Landon. C'était il y a 78 ans. Peu de temps au regard de l'histoire de la démocratie, encore moins si on se réfère à l'expérience française des sondages qui ne s'est, elle, vraiment développée qu'à partir des années 60. Nous y reviendrons plus loin. Le sentiment que, dans le domaine des sondages préélectoraux, l'outil de transparence et d'information s'est transformé en outil d'influence. Aujourd'hui, la publication de sondages est pléthorique. Environ 200 sondages pour la campagne présidentielle de 2002, 300 en 2007, 7 à 10 sondages par semaine au plus fort de la campagne présidentielle, 400 en 2012. De plus en plus de gens ont le sentiment que la publication des sondages est instrumentalisée par les partis ou des groupes de pression. L'exemple des sondages commandés immédiatement à la suite de prestations télévisées de politique en est une illustration transparente. Il ne s'agit plus de témoigner de la perception d'un événement, mais plutôt de le légender. Le sondage n'est plus perçu comme le reflet objectif d'un événement, mais comme un commentaire didactique et sa légende prétendument scientifique, qui vient nous expliquer comment il faut le percevoir. Enfin, dernière critique et conséquence du sentiment d'instrumentalisation, le sentiment que les formulations, les techniques utilisées, le choix des thèmes abordés n'est pas la seule conséquence de l'actualité. Le sentiment qu'il pourrait exister des collusions entre instituts de sondage et politiques. Un sondage publié est presque toujours suspect, et surtout si les prévisions ne rentrent pas dans celles que vous espériez.
Bidonner un sondage, qui le ferait et pour quelle motivation? Bidonner, rendre bidon, verbe transitif dans le langage populaire, tromper, bluffer, truquer, falsifier, arranger. Le dictionnaire de la communication et de la publicité rajoute « inventer les éléments d'une information ». Dans bidonner ou dans manipuler, ce n'est pas la possibilité d'une erreur qui prime, c'est la volonté, l'intention, la tentative de falsifier un résultat ou son interprétation. Qui manipulerait, et pour quelle motivation? Plusieurs acteurs sont susceptibles de pouvoir souhaiter influencer ou manipuler un résultat. Est-ce les journalistes pour mieux faire coller les résultats des sondages à leur argumentation ou leurs idées? Lorsqu'ils cherchent la formule choc, le raccourci simplificateur? Lorsqu'ils déforment légèrement le sens d'une question? Lorsqu'ils ne publient que des résultats partiels ou quand ils omettent de donner la précision des résultats publiés? Est-ce les commanditaires lorsqu'ils cherchent plus à acheter un résultat que la réponse à une question? Ou lorsque la publication de ce résultat n'a d'autre but que de chercher à peser sur l'opinion? Est-ce les instituts de sondage lorsqu'ils acceptent des questions qu'ils savent biaiser? Qu'ils acceptent de ne poser des questions que sous un unique point de vue? Ou encore qu'ils redressent des résultats pour compenser un défaut du terrain d'enquête? Est-ce les médias Internet, à travers des questions Internet bricolées et publiées sous l'intitulé fallacieux de « sondage ». Ces questions fournissent des résultats souvent totalement biaisés, par les militants d'une orientation politique ou d'une communauté. On a pu se rendre compte à de nombreuses reprises que ces questions Internet qui ne comportent aucune construction d'échantillons et aucune vérification, peuvent sans difficulté être falsifiées. Est-ce les militants qui se donnent le mot et se concertent pour intervenir sur ces questions Internet, qu'ils utilisent ensuite à dessein, pour communiquer sur le résultat, ou pour brocarder les résultats des vrais sondages? Il peut y avoir une forme de consensus entre les différents acteurs des circuits de commande, de conception et de diffusion des sondages. Tous peuvent avoir, peu ou prou, un intérêt à ne pas casser l'illusion prédictive des sondages. Cependant, les intentions ne sont pas toujours évidentes, et on peut penser que dans bon nombre de cas, il n'y a pas toujours une volonté d'orientation des résultats. Enfin, il convient de ne surtout pas oublier que s'il est possible d'influencer le résultat obtenu à une question, l'impact de cette influence est difficile à contrôler et peut avoir des incidences très diverses, parfois délicates à prévoir. On verra à ce propos le paragraphe sur les effets des sondages. Choix de rédaction, maladresse ou manipulation? Les erreurs, les différences de résultats, les biais pourraient aussi n'être que le reflet de la relativité et des difficultés de la méthode. Où commencent véritablement les tentatives de manipulation? Il est assez fréquent de relever des accusations de manipulation qui s'appuient sur des différences de résultats entre deux ou plusieurs sondages. Cependant, ces différences peuvent aussi ne pas relever d'une volonté, mais de formulation ou de choix méthodologiques différents selon les instituts. Les rédacteurs des questionnaires des différents instituts qui travaillent indépendamment peuvent parfaitement générer des effets involontaires. Les effets sont plus faciles à démontrer une fois les résultats obtenus, lorsqu'on a la possibilité de comparer les résultats des différentes formulations. Savoir si une différence de formulation et de présentation résulte d'une intention ou d'un hasard est parfois difficile à estimer. Les instituts cependant choisissent généralement d'adopter les mêmes principes de formulation sur les questions récurrentes. Il est donc généralement reconnu que les écarts constatés sur un même baromètre et pour un même institut, respectant les mêmes formulations de questions, sont plus significatifs que les écarts de résultats entre deux instituts qui peuvent adopter des formulations différentes. Par ailleurs, la sensibilité de la rédaction des questions, l'urgence dans laquelle il est nécessaire de travailler, l'inexpérience parfois, font que bon nombre de maladresses dans la formulation et l'enchaînement des questions peuvent survenir. La réalisation des terrains Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.